peut-être pour chacun d'entre vous qui êtes rassemblés ce soir, l'idée c'est d'avoir un espace, à un moment donné dans la semaine, se mettre, on va dire, un peu en retrait de notre activité économique et comme ça de pouvoir échanger avec un père, avec quelqu'un qui a une expérience, quelqu'un qui a un savoir-faire, qui nous partage pour que nous puissions chacun en fait avancer là où nous sommes, aller un peu plus loin, se challenger aussi et puis découvrir aussi parfois des compétences distinctives de nos invités. Et ce soir, nous avons la chance de recevoir Madame Anoko Olga Lawson, que en fait j'ai découverte suite à un article de Elle Afrique. Le titre était La femme à la tête du premier cabinet panafricain de conseil en ressources humaines, et ça va attirer mon attention. Aussitôt, je l'ai contactée et voilà, nous sommes là où nous sommes aujourd'hui. Et c'est vraiment avec un grand plaisir que Olga, nous te recevons ce soir à l'African Valley pour pouvoir en fait te découvrir, parce qu'en effet, ça va être une découverte pour chacun d'entre nous, ce que tu fais, mais en tout cas, le projet que tu portes et ce qui est, en tout cas, moi, m'a attiré sur cette démarche que tu veux, avoir cette vision panafricaine du RH. Ça n'a pu que faire un tour en moi et je me suis dit non, il faut absolument qu'elle soit parmi nous. Et je ne vais pas aller plus en avant, je vais pouvoir te laisser te présenter dans un premier temps. Et au fur et à mesure, les uns les autres, je vous invite à poser vos questions sur le chat. Et comme d'habitude, à la fin, vers 45, 50, on ouvrira les micros pour que vous puissiez interpeller directement notre invité du soir. Donc, Madame Olga Lawson, à vous la parole. Donc, présentez-vous pour que nos invités puissent en savoir davantage sur vous. Ok, merci beaucoup Dimitri, merci pour cette invitation. Moi, je suis vraiment ravie d'être parmi vous ce soir pour partager avec vous un petit peu mon parcours et puis peut-être pour susciter parmi vous l'envie ou vous aider à confirmer l'envie de revenir sur le continent africain. Pour ma part, je l'ai fait il y a, on va dire, 7 ans, même. Oui, 6 à 7 ans, ça passe vite. Et comme je le dis souvent, c'est l'une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Alors, qui suis-je? Donc, effectivement, je m'appelle Olga Lawson, Anoko Olga Lawson. Je suis d'origine togolaise, née en France, un parcours de juriste en droit du travail et puis une formation, un master en management des ressources humaines. Comme beaucoup de personnes, je pense, j'ai, voilà, en tant que afro-descendante, comme on dit, toujours eu envie de revenir sur le continent parce que je savais qu'il y avait beaucoup de choses intéressantes qui s'y passaient. Donc en termes de carrière, donc j'ai passé une douzaine d'années en France, dans le monde du travail en France, d'abord en tant que juriste en droit du travail dans le secteur de la santé. Ensuite, j'ai occupé des postes de responsable RH jusqu'à obtenir un poste de DRH au sein d'Atos, Atos International. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est donc un groupe qui évolue dans le domaine des SS2I. Donc, une carrière plutôt intéressante qui s'est développée plutôt pas mal. Mais j'ai toujours eu derrière ma tête cet appel, on va dire, cet appel du continent. Donc en 2014, bon, même en 2013, on peut dire que ça a été le déclic. C'est vrai que pour nous autres femmes, lorsque on tombe enceinte, souvent c'est un chamboulement un peu dans notre vie. Et en ce qui me concerne, je me suis dit que je souhaitais vraiment que mon enfant puisse être élevé sur le continent africain. Et donc, en étant enceinte jusqu'au cou, j'ai commencé à passer un certain nombre d'entretiens à Paris, ou alors depuis Paris avec des entreprises basées en Afrique, sur le continent. Et très concrètement, ça n'a pas donné grand-chose.
Ça n'a pas, enfin, il y a eu de belles touches, mais ça n'a pas donné grand-chose. Et en fait, je me suis dit très rapidement, bon, je pense que si vraiment c'est un vœu que tu souhaites être mis en œuvre le plus rapidement possible, il faut que tu y ailles. Donc, j'ai pris la décision, bien sûr, je me suis organisée de partir sur le continent. Donc, je suis arrivée au Sénégal fin 2014 avec zéro job, mais un plan. Un plan qui consistait à se dire, j'ai un an devant moi, financièrement parlant, pour voir ce que ça donne sur le terrain. Je connais des personnes, forcément, j'ai un réseau comme tout le monde, mais bon, je vais essayer de m'appliquer ce que j'applique aux autres. Donc c'est vrai qu'en tant que RH, c'est pas toujours évident, mais j'essaye de ne pas faire le cordonnier, de bien me chausser moi-même. Et donc, mon plan était de dérouler tous les conseils que je peux donner d'une manière générale à des personnes qui recherchent du travail dans mon métier des ressources humaines. Donc très clairement, j'ai essayé d'identifier les acteurs sur place à Dakar, sachant que j'avais quelques amis, mais c'est pas forcément de là que sont venues les plus belles opportunités. Mais je pense que lorsqu'on arrive sur le continent, on a besoin de prendre un peu la température, de savoir comment les choses se passent, quels sont les principaux acteurs. Comment les choses se passent. Le relationnel, c'est très important. Donc, j'ai eu à rencontrer des gens grâce à mes amis, grâce à LinkedIn aussi. Il y a des personnes que j'ai rencontrées grâce à LinkedIn qui ont été très ouvertes, qui m'ont accueilli vraiment à bras ouverts, qui m'ont mise en relation avec des gens alors que je les avais jamais vus. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et finalement, en déroulant ce plan, c'est-à-dire qu'est-ce que je cherche, comment est-ce que je me positionne par rapport au cabinet de recrutement, par rapport aux différentes associations, etc. J'ai essayé d'aller au maximum et un jour on m'appelle, hein, donc ça a pris à peu près, je sais pas, un mois et demi, 2 mois. Sachant que dans tout ça, j'ai aussi géré mon emménagement, donc trouver un logement, trouver une école, la voiture et ainsi de suite. Mais bon, voilà, j'ai été contactée par un cabinet qui me fait entrer dans un process de recrutement qui était quasiment finalisé. On peut même dire qu'il était finalisé, mais la personne était tombée sur mon CV un peu par hasard. Et donc, elle a proposé mon CV à son client qui a accepté de me rencontrer. Et puis j'ai été embauchée. Et c'est comme ça en fait que je suis devenue la DRH de Deloitte au Sénégal. Donc moi j'étais vraiment très très enthousiaste hein. Quand je suis arrivée au Sénégal, j'étais comme une petite puce. J'étais vraiment reconnaissante parce que j'avais atteint mon objectif et parce que j'étais contente d'être sur le continent, parce que je m'y sentais bien, parce que c'était fini la grisaille, fini le froid le matin, sortir de la couette, tout ça c'était fini. Le matin quand je me levais, j'étais sur la corniche, le ciel bleu, la mer, le soleil, j'étais juste ravie. Maintenant, Et pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Sénégal? Pourquoi le Sénégal? Alors, j'ai hésité en fait entre la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Parce que au moment où je partais, je pense que c'est toujours le cas aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest, ce sont vraiment les deux locomotives. Au moment où je partais, j'avais eu une opportunité en Côte d'Ivoire qui n'avait pas abouti. Je me suis repliée sur le Sénégal en raison des élections qui devaient arriver. Donc ça fait partie aussi des considérations que l'on a avant de venir s'installer sur le continent, parce qu'on se dit bon, avec les élections, il y a souvent des problèmes, etc. Surtout lorsqu'on est sur le vieux continent, on nous raconte beaucoup de choses. Donc je me suis dit bon, je vais aller au Sénégal, c'est plus calme, il n'y a pas d'élections à venir. Je vais faire quelques mois là-bas et après j'irai en Côte d'Ivoire. Et finalement, je suis restée 4 ans au Sénégal. J'y suis restée 4 ans parce que je m'y sentais très bien, parce que j'ai rencontré des personnes qui m'ont fait confiance, avec lesquelles je me sentais bien. Donc j'ai passé 2 ans et demi chez Deloitte en tant que DRH. Mais ce qui est intéressant, et je pense que là vraiment je vais attirer votre attention là-dessus, c'est que pendant mon entretien, en fait, avant d'aller à l'entretien, j'avais fait mon auto-analyse. Je m'étais dit, bon, c'est bien beau de venir sur le continent, mais c'est pour faire quoi?
C'est pour faire moins bien, c'est pour faire aussi bien ou c'est pour faire mieux. Moi, j'ai décidé que c'était pour faire mieux. Et pour moi, mieux, c'était de me dire, bon, qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as pas fait jusqu'à présent et que tu n'aurais peut-être pas eu la chance de faire en étant resté en Europe et que tu peux peut-être avoir l'occasion de faire en arrivant sur le continent africain. Donc, lorsque j'ai rejoint Deloitte, bon, pour moi déjà, Deloitte, c'était une belle institution. On était en France, bon, même si j'avais un parcours qui était non négligeable, jamais je n'aurais imaginé qu'un jour Deloitte aurait été intéressé par mon profil. Donc là, c'est le cas au Sénégal. Et pendant l'entretien, je dis, écoutez, moi, j'aimerais bien faire du conseil. J'aimerais bien faire du conseil en ressources humaines. Donc, vous êtes un cabinet de conseil et d'audit. Donc, à l'occasion, s'il y a une opportunité, pensez à moi. Et en fait, 6 mois après, ma boss et le patron, on va dire, de l'Afrique francophone me proposent de diriger, on va dire, de créer et de diriger l'offre en capital humain donc pour Deloitte. Afrique francophone, ce que j'ai accepté. Et voilà, donc j'ai appris le métier de consultant sur le terrain. C'est vrai qu'en France, je pense pas que j'aurais eu cette occasion aussi rapidement parce que bien souvent, les évolutions sont beaucoup plus longues. Et puis aussi, bon, en tant que RH, je suis assez bien placée pour le savoir. On a un peu trop tendance à mettre les gens dans des cases. Il faut avoir tel diplôme, il faut avoir fait tant d'années dans telle expérience, telle entreprise, avant qu'on puisse enfin te faire confiance. Quand on est sur le continent, on est vraiment dans un contexte à taille humaine. Les entreprises n'ont pas la même taille et les personnes sur qui on peut compter ne sont pas aussi présentes peut-être que sur le continent européen. Donc, quand je parle des personnes sur qui compter, j'ai pas parlé de diplôme, hein, parce que aujourd'hui, je pense que on trouve des talents aussi bien en Afrique qu'en Europe. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Il y a le syndrome du savior, un peu de se dire, ah, je vais venir sauver les petits Africains grâce à mon beau diplôme et à mon beau CV. Bon, c'est pas forcément la réalité. C'est vrai que les entreprises le disent, elles ont besoin de talent, elles ne trouvent pas toujours ce qu'elles recherchent, mais il y a quand même des personnes qui sont sur place. Quand je dis des personnes sur qui compter, c'est vraiment d'une manière générale. Dans le recrutement, la technique, c'est bien, les diplômes, l'expérience, c'est bien, mais ce qui compte, c'est le savoir-être. Est-ce que j'ai en face de moi une personne qui est agile? Est-ce que j'ai une personne qui est orientée client? Est-ce que j'ai une personne qui est orientée résultat? Voilà. Donc, c'est un petit peu ce type de personne qu'on recherche beaucoup, quels que soient les secteurs d'activité. Et dès lors qu'on a ces compétences et qu'on le démontre, ça ouvre quand même beaucoup de portes. L'agilité aussi, c'est très important parce que mine de rien, lorsqu'on quitte Paris pour venir à Dakar ou lorsqu'on quitte Paris pour venir à Abidjan ou je ne sais quel autre pays, il y a un choc culturel professionnellement. Beaucoup m'en parlent, beaucoup me disent ah mais j'ai un petit peu peur, est-ce que je vais réussir à m'adapter? Il y a un choc culturel parce que forcément les entreprises ne sont pas forcément organisées de la même manière. Ce qui est important en Europe ne l'est pas forcément en Afrique et inversement. Je vous donne un exemple. On m'a parlé d'une personne qui avait été embauchée, donc je crois que c'était au Sénégal d'ailleurs. Je crois que la personne était française, mais bon, peu importe. Et elle a eu beaucoup de mal à s'intégrer parce qu'elle ne disait pas bonjour aux gens le matin. Voilà. Alors que si on prend simplement l'exemple du Sénégal, vous savez, hein, comment on dit bonjour, salam alaikum, et la famille, et les parents, et ainsi de suite. Bon, je sais pas, peut-être qu'il y a des Sénégalais qui sont en ligne, mais on prend du temps pour prendre des nouvelles. On n'enchaîne pas les gens, quoi. Alors que en France, vraiment, c'est à peine on se dit bonjour, et même beaucoup ne disent même pas bonjour, et puis on enchaîne les gens directement. Et ça peut vraiment être un problème d'un point de vue culturel. L'autre chose aussi, c'est l'aspect organisationnel. En France, par exemple, on dit qu'on est cartésien, etc. Faut rentrer tout le monde dans des cases. Je pense que si je devais comparer avec les pays que je connais, on va être peut-être un petit peu plus dans l'intuitif, un petit peu plus dans l'émotion, ce qui n'est pas forcément une bonne chose non plus. Mais le social, il a vraiment une place très importante et on ne peut pas se contenter, par exemple, si on est manager, de dire tu me fais ce travail-là,
un point, un trait, le reste, ça ne m'intéresse pas. Non, il faut tenir compte d'un certain nombre d'éléments lorsqu'on manage une personne. Je dis pas qu'il faut s'infiltrer ou s'incruster dans sa vie personnelle, mais en tout cas, il faut tenir compte quand même du contexte dans lequel la personne évolue. Donc voilà. Dimitri, est-ce que tu peux projeter ma petite présentation, s'il te plaît? Voilà, tu peux passer. Là aussi, tu peux passer. OK. Alors, donc, je me suis arrêtée à la partie où j'étais donc chez Deloitte Sénégal. J'y suis restée un peu plus de 2 ans et demi. Et ensuite, j'ai intégré un fonds d'investissement. En fait, comment ça s'est passé? C'est ma boss, tout simplement. Bon, c'était assez drôle la situation. Donc moi-même, j'avais envie de passer à autre chose et surtout de rejoindre la Côte d'Ivoire parce que c'était mon objectif d'origine. Donc, je suis partie la voir un jour pour lui dire, bon, écoute, dans les 6 mois qui arrivent, va falloir que tu trouves quelqu'un pour me remplacer. Bon, en fait, c'était moi qui allais m'en charger puisque j'étais la DRH également. Mais bon, voilà, j'ai envie de passer à autre chose, etc. Et là, elle me répond, non, tu ne t'en vas pas. Parce que en fait, je quitte la société et tu viens avec moi. Donc là, vraiment, ça a été une superbe opportunité et surtout une très belle reconnaissance parce que bon, cette dame-là, je l'apprécie énormément. Je peux dire que c'est mon mentor. Et le fait qu'elle m'ait demandé de la suivre, pour moi, ça représentait beaucoup. Donc, on a intégré un fonds d'investissement. Donc, ça m'a permis d'apprendre le métier. Donc, une fois encore, je ne pense pas que j'aurais eu cette opportunité en France d'intégrer un fonds d'investissement. J'ai appris le métier, qu'est-ce que les levées de fonds, qu'est-ce que c'est que gérer un portefeuille, avoir des relations avec, une fois encore, des personnalités haut placées. C'était vraiment très, très intéressant. J'y suis restée 1 an et demi, pas plus longtemps parce que en fait, mon projet vraiment, c'était de venir m'installer en Côte d'Ivoire et de me mettre à mon compte, ce que j'ai fait à partir de fin 2018. Et donc, c'est là que j'ai créé mon cabinet, donc qui s'appelle LHR, donc un cabinet en ressources humaines, qui a pour ambition d'accompagner les entreprises basées en Afrique, qu'elles soient africaines ou non d'ailleurs, donc dans la mise en place d'une stratégie RH. Donc, c'est pas simplement du recrutement ou de la formation, comme souvent on a tendance à le croire lorsqu'on parle d'un cabinet de ressources humaines. Il s'agit vraiment d'accompagner les dirigeants à mettre en place une politique RH avec des outils qui vont bien. Donc, en gros, c'est s'assurer que les équipes soient performantes et qu'elles aident l'entreprise à atteindre ses objectifs stratégiques avec tous les outils qui vont avec. Donc justement, parallèlement, je développe différentes activités et il m'arrive aussi d'aider des personnes qui souhaitent rejoindre le continent. Donc, tu peux effectivement passer à la slide d'après, Dimitri. Donc, il y a un certain nombre de questions qu'il faut se poser lorsqu'on a cette envie pressante. Déjà, il faut s'interroger sur ce qui motive cette volonté. Donc pour certains, ça va être ma famille est restée au pays, mes parents, mes frères et sœurs, bref, la famille au sens élargi, et j'ai le mal du pays, je veux rentrer. Euh, donc ça, effectivement, ça peut être l'une des raisons. Les craintes qui vont aussi avec cette raison, c'est que souvent les gens se disent oui, mais le poids social. Je rentre, mais j'ai peur qu'on soit trop sur moi, qu'on me sollicite trop pour les mariages, les enterrements, et puis quand il y a un problème financier, c'est toujours à moi qu'on va penser. Quand je suis en France, au moins je suis un peu loin, je peux un peu temporiser. Oui et non. Oui et non, parce que pour ma part, en tout cas, donc moi, mes parents étaient en France. Ils étaient, bon, oui, voilà, on était tous en France. Et lorsqu'ils ont eu leur retraite, ils ont décidé de rentrer donc au Togo, parce que je suis togolaise, je vous l'ai dit. Et c'est vrai que donc toute la famille, bon, mon frère et ma sœur sont toujours en France, mais
toute la famille est au Togo. Et moi, j'en avais un petit peu marre d'avoir cette famille restreinte. Tant qu'on était en France, moi j'avais envie un peu de profiter de tout le monde. Et donc, ça a été une manière aussi pour moi de me rapprocher de ma famille. Maintenant, ce qu'on appelle les impôts locaux, tout ça, ça se gère. Euh, il faut s'imposer des limites, expliquer aux gens. Et c'est tout à fait réalisable parce que chacun a ses projets. On ne peut pas s'éparpiller, quoi. Maintenant, il faut juste trouver la bonne méthode, la bonne stratégie pour ne pas s'éparpiller. Alors, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, venir sur le continent, c'est aussi l'occasion de saisir des opportunités de carrière et de business. Souvent, ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est que si vous décidez de venir sur le continent, c'est pas pour faire moins bien, voire la même chose. C'est pour faire vraiment mieux. Donc, la question que je pose à chaque fois, c'est quel est votre rêve? Idéalement, quand vous réfléchissez à votre carrière professionnelle, vous pensez à quoi? Et l'Afrique, en fait, c'est vraiment, à mon avis, une terre qui permet de réaliser ses rêves. Très réel, très franchement, parce que les choses sont moins compliquées. Alors après, c'est vrai, il y a les inconvénients, des avantages et les avantages des inconvénients, parce que, bon, effectivement, il y a des choses qui prennent plus de temps, il y a des choses qui sont pas très carrées, etc. Donc, c'est un petit peu fatigant parfois, mais il faut l'accepter. J'en parlais avec un ami banquier la dernière fois, il m'a dit, c'est ça qui rend les choses chic. C'est que c'est un peu le bazar parfois, mais en même temps, il y a des côtés vraiment sympas, ça va ensemble. Donc, il faut aussi l'accepter. Faut pas être trop rigide, parce que ça aussi, ça peut faire peur. Les personnes qui rentrent comme ça, qui sont un peu trop carrées, un peu trop rigides. Pourquoi c'est pas comme ci, pourquoi c'est pas comme ça? Il faut vraiment observer ce qui se passe autour de vous et vous intégrer. Vous avez eu à le faire pour certains d'entre vous certainement lorsque vous avez quitté votre pays pour venir étudier à l'étranger, vous avez dû faire un gros effort d'intégration. Eh bien, lorsque vous allez retourner sur le continent, il faudra aussi s'adapter, mais je pense que l'adaptation, elle est quand même beaucoup plus douce. Donc, faut être tolérant, faut être souple dans sa manière d'aborder les choses. Il y a des personnes qui viennent et puis qui plient bagage au bout de 2, 3 mois parce qu'ils comprennent pas pourquoi ci, pourquoi ça. Bon, si on est psychorigide, bon, je n'insulte personne en disant ça, mais si vraiment on est très à l'aise uniquement dans les organisations très normées, c'est sûr que vous risquez d'être malheureux ou malheureuse. Maintenant, il faut, à mon avis, mettre un peu d'eau dans son vin et puis regarder les avantages, voilà, peser le pour et le contre. Et pour ma part, en tout cas, le choix, il est vite fait. L'autre point, améliorer sa qualité de vie. Alors, l'autre question que souvent l'on se pose lorsqu'on envisage de rentrer, de venir s'installer sur le continent, c'est le coût de la vie. Bien souvent, voilà, on est arrivé à un niveau de sa carrière où le salaire est plutôt confortable, on a la voiture, on a l'appartement, on a le crédit, on a le chien, on a tout ce qui va avec. Et on se dit, ouais, mais moi, je partirai pas en dessous de tel montant, je veux garder le même salaire et ainsi de suite. Euh, alors, il faut avoir une approche vraiment pragmatique que j'ai eue parce que avant de partir, j'ai eu la chance de rencontrer quelqu'un qui m'a ouvert les yeux sur la réalité des choses. Il m'a dit la chose suivante. Il m'a dit, OK, combien tu dépenses tous les mois en crédit? Combien tu dépenses, alors crédit, c'est crédit immobilier, crédit voiture. Hein. Combien tu dépenses tous les mois en impôts? Donc, impôt sur le revenu, impôt foncier. Combien tu dépenses tous les mois pour manger? Il m'a dit, OK. Il m'a pas demandé mon salaire. Hein. Il m'a dit maintenant, dis-moi combien il te reste à la fin du mois. Donc, on n'avait même pas encore parlé de je m'habille, de je fais des loisirs, etc. Il me restait entre 200 et 300 euros tous les mois. Sachant que moi, quand je partais, j'étais DRH d'Atos International. Donc, je me suis dit, ouais, en fait, mon salaire, mon vrai salaire aujourd'hui, il est de 300 euros, soit 200 000 francs CFA. Il m'a dit, voilà, maintenant, tu viens t'installer en Afrique. Déjà, il faut savoir qu'en Afrique, on ne vit pas à crédit.
on vit uniquement avec ce qu'on a, parce que c'est extrêmement difficile d'avoir un crédit et les conditions de crédit sont extrêmement compliquées. C'est très cher, il n'y a pas le même niveau de garantie qu'il existe en Occident, donc c'est assez compliqué d'avoir un crédit, même si c'est possible, mais ça coûte cher. Donc on vit avec ce que l'on a. Et finalement, une fois qu'on a payé son loyer, c'est vrai, si on regarde Dakar, si on regarde Abidjan, les loyers sont assez élevés. Mais bon, une fois qu'on a payé son loyer, une fois qu'on a payé, je sais pas moi, le carburant et puis la nourriture, il reste quand même beaucoup plus que cela, que les 200, 300 euros. Pour quelle raison? Parce que euh, même si le coût de l'immobilier est élevé, et puis je pense que c'est le cas dans toutes les capitales, hein, si je regarde Lomé, si je regarde Douala, les loyers sont élevés, mais il faut regarder, il faut comparer ce qu'il faut comparer. C'est que là où je vais peut-être dépenser 750 euros, l'équivalent de 750 euros dans l'une de ces capitales africaines, je vais avoir peut-être 2 fois, voire 3 fois la superficie que j'ai en France. Donc, finalement, proportionnellement, ça réduit le coût du loyer parce que finalement, je vis dans de meilleures conditions. Euh, je vais peut-être vivre dans un 100 mètres carrés. Voilà, regardez le prix d'un 100 mètres carrés en région parisienne, par exemple, c'est quand même assez élevé. Et puis après, bon, on n'est pas loin de la mer, etc. Donc, je ne sais pas, hein, c'est une question de choix. Au niveau de... Là, je vais vraiment dans des trucs très terre à terre, mais je sais que tout le monde se pose ces questions-là. Est-ce que je dois, par exemple, si je déménage, est-ce que je dois venir avec mon électroménager, mes meubles, ou est-ce que j'achète tout sur place? Honnêtement, aujourd'hui, acheter sur place, bon, certains vont dire la qualité n'est pas la même. Moi, je considère que non. Tout ce que j'ai acheté sur place, que ce soit à Dakar, que ce soit à Lomé, que ce soit à Abidjan, bon, à 2, 3 détails près, voilà, ça se vaut largement. Et surtout, il y a le stress en moins du dédouanement, etc. Mais bon, après c'est un choix. Il y en a qui préfèrent tout ramener. Moi, je l'avais fait quasiment lorsque j'ai fait Paris-Dakar. Mais quand j'ai fait Dakar-Abidjan, j'ai tout laissé sur place parce que c'était vraiment, moi, j'ai trouvé ça lourd. Mais bon, ça, c'est un choix personnel. Le coût de la vie, oui, l'alimentation. Bon, il y a effectivement ceux qui veulent continuer à garder les habitudes de l'Europe, aller au centre commercial tous les mois, aller chez Carrefour, aller chez Casino, remplir son caddie, etc. Bon, c'est possible. Ou alors, on décide de s'adapter aussi au contexte et au lieu de faire toutes ces courses au supermarché, on fait peut-être la moitié au marché et en plus, on a des produits plus frais et beaucoup moins chers. Donc, tout cela, ça s'organise et globalement, moi, je sais qu'en termes de qualité de vie, s'il est vrai que j'ai perdu 30% de salaire en arrivant à Dakar, j'ai fait plus 100% en termes de qualité de vie, sans aucun doute. Ensuite, oui, je pense que ce qui est important lorsqu'on rentre sur le continent, c'est que bien souvent on a envie d'impacter les choses. Et c'est plus facile d'impacter lorsqu'on est sur place que lorsqu'on est à distance. Quand je dis impacter, c'est pas uniquement sur le plan social, c'est déjà sur le plan du business, parce que voilà, on est dans les entreprises qui font fonctionner le pays. On peut participer à différentes activités, des associations ou pas, mais en tout cas, on est sur le terrain et ce que l'on fait déjà au quotidien impacte considérablement. Tu peux passer à la slide d'après, s'il te plaît, Dimitri. OK. Par où commencer? Tu peux aller à la slide d'après. Voilà, donc il y a un certain nombre de questions à vous poser. Vous pouvez agrandir l'écran, ce que je fais moi-même. Donc, il y a un certain nombre de questions à vous poser. Déjà, vous devez vous poser la question de votre évolution professionnelle. Est-ce que vous vous sentez bien là où vous êtes? Est-ce que vous avez envie de faire autre chose? C'est vraiment important de faire un bilan de carrière avant
d'enclencher le, le mouvement. Vous devez également vous poser la question, dans quel pays je dois m'installer. C'est vrai que spontanément, on va se dire, on va penser à son pays d'origine, mais de plus en plus, les personnes reviennent sur le continent sans aller dans leur pays d'origine, hein, ce qui est mon cas. J'ai expliqué pourquoi. Donc, il y a quand même le choix. Donc, posez-vous bien la question de là où vous voulez atterrir. Donc, qu'est-ce que vous allez y faire, bien entendu. Bon, souvent les gens se disent, j'aimerais bien trouver un boulot avant de venir. Ça, c'est l'idéal, bien sûr, mais bien souvent, c'est compliqué. Il faut venir sur le terrain pour voir comment les choses se passent et surtout montrer au marché du travail que vous êtes là. Parce que on voit beaucoup de personnes qui viennent en vacances ou pas pour dire voilà, moi j'ai envie de rentrer et tout. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais lorsqu'on vient et que l'on repart, on retient simplement que la personne est repartie. Donc on va pas forcément penser à cette personne-là s'il y a une opportunité. Alors que si la personne est sur place, on sait qu'elle est là et qu'elle est rapidement opérationnelle. Donc, je dis pas que c'est forcément ce qu'il faut faire. Là dernièrement, par exemple, j'ai permis à une personne de trouver un poste à Abidjan alors qu'elle était à Montpellier. Elle a répondu à une annonce ou alors on est parti la chercher par approche directe, je ne sais plus. Mais c'est possible. Mais il faut aussi se donner les moyens de venir sur place pour voir vraiment ce qui se passe et rester suffisamment longtemps pour prendre la température et voir les opportunités. Le coût de la vie, on en a parlé tout à l'heure, je ne reviens pas dessus. Qu'est-ce que ce retour implique dans ma vie personnelle, professionnelle? Posez-vous la question, est-ce que je suis prêt ou prête à prendre un poste qui soit moins spécialisé que ce que je fais actuellement? Si je prends l'exemple, moi, des ressources humaines, si par exemple j'étais voilà une personne spécialisée dans le recrutement ou spécialisée dans tout ce qui est politique de rémunération, en venant sur le continent, j'ai quand même plus de chances de trouver un boulot si je me positionne sur les postes de généraliste RH. Donc, vous devez vous poser la question, chacun d'entre vous, par rapport à votre métier, est-ce que je suis prêt à prendre un poste plus généraliste parce que les entreprises n'ont pas la même taille et elles recherchent davantage des personnes généralistes que des personnes très, très spécialisées. Il faut aussi réfléchir effectivement à ce que ça implique par rapport à votre vie personnelle, que vous soyez marié ou non, que vous ayez des enfants ou non. Parfois, certains disent je viens d'abord, ma famille viendra après. Bon, bref, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser pour bien organiser son retour. Et puis, comment me préparer au retour? Donc, il faut se poser toutes les questions que j'ai évoquées. Il faut avoir un plan et surtout, il faut se donner le temps. Donc, il faut regarder déjà financièrement, il faut sécuriser les choses, mettre de l'argent de côté parce que ça peut marcher tout de suite comme ça peut prendre un peu de temps. Donc, il faut sécuriser. Si vous avez des intérêts aussi là où vous êtes actuellement, posez-vous la question, qu'est-ce que je fais? Moi, par exemple, j'avais un appartement, je l'ai mis en location en meublé. Voilà, c'est le choix que j'ai fait en partant. J'ai juste gardé ma cave, j'ai laissé quelques affaires là-bas et puis je gère ça à distance. Je dis pas que c'est simple tous les jours, mais en tout cas, c'est ce que je fais depuis. Et puis aussi, il faut se laisser le temps. Il y en a qui sont déjà mûrs, qui sont prêts à venir dans les 3 mois. Surtout avec le Covid, ça a facilité beaucoup de mouvements parce que le télétravail permettant de travailler un peu partout, certains ont pu négocier avec leur employeur de travailler depuis le continent et ils en profitent justement pour postuler ou regarder ce qu'ils peuvent faire. Vous devez également vous poser la question, si vous êtes salarié aujourd'hui, est-ce que vous voulez rester salarié ou est-ce que vous voulez vous mettre à votre compte ou est-ce que vous voulez être salarié et puis créer une activité du type, voilà, j'ai des terrains qui sont dans ma famille et j'ai envie de me lancer dans l'agriculture. Les week-ends, j'ai envie de développer ça ou dans l'immobilier ou dans toute autre chose. C'est tout à fait possible. Mais en tout cas, il faut bien poser les choses. J'ai besoin de quoi? Les moyens financiers, les moyens matériels, les moyens humains et surtout le courage. Donc voilà, donc il reste environ 15 minutes. Donc je pense que je vais laisser la parole, je vous laisser la parole pour les questions. Il y a Léo Kadi qui demande jusqu'à quel âge on peut envisager une mobilité vers l'Afrique. Il n'y a pas d'âge, il faut juste se sentir prêt. Mais c'est vrai que je pense que chacun doit prendre conscience du moment à partir duquel c'est trop tard. À partir du moment où il est trop compliqué de s'adapter
justement à tous ces changements dont je vous ai parlé. Moi, je suis en contact avec des gens qui sortent de l'école, mais là, dernièrement, j'étais en contact avec une personne, voilà, qui avait la cinquantaine, qui pour ça sa retraite, qui a encore une dizaine d'années à travailler, qui se dit bon, ce serait mieux de le faire sur le continent, parce que moi, je veux passer ma retraite sur le continent. Donc, je ne vais pas dire qu'il y a un âge, mais je pense que si chacun sait à partir de quand c'est trop tard, je pense. Une fois qu'on s'est posé toutes les questions que j'ai abordées. Voilà, j'ai activé les micros, donc n'hésitez pas si vous voulez interpeller Olga par rapport